Bonsoir, j'aimerais vous parler ici du nouveau film de Costa Gavras qui sort demain sur les écrans, Adult in the Room, qui est un film qui à première vue semble très critique sur l'Europe, mais sur lequel j'aimerais bien revenir, parce qu'il met en scène un personnage héroïque aux yeux de Costa Gavras et de beaucoup de monde, surtout à gauche, Monsieur Varoufakis. Alors je vais revenir un peu sur ce monsieur, qui à mon sens n'est qu'un imposteur et un traître de plus. Et vous pouvez voir dès la bande-annonce qu'on nous mène sur une fausse route, en nous disant par exemple que voilà, le chantage c'est soit vous acceptez, soit on vous sort de l'euro, comme si sortir de l'euro c'était vraiment la punition ultime, ce qui est déjà dès la bande-annonce très étrange. Je vous laisse constater par vous-même. Cela entraînera la fermeture de vos banques et votre exclusion de la zone euro. Vous voulez nous exclure de l'euro? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous le laissez entendre. Non, mais on peut le rappeler parce que la fin du livre, il y a une sorte de crescendo dramatique avec le référendum où le non va gagner et où Yanis Varoufakis se dit bah, ça y est, on a le peuple derrière nous, et il y a ce retournement et cette déchirure au sein du pouvoir de Syriza. Et la scène d'avant, c'est page 443 dans le livre, c'est cette réunion de l'Eurogroupe exactement le 27 juin 2015 où il est désigné comme le mouton noir, on lui demande de sortir, l'euro est toujours la monnaie de la Grèce, il dit montrez-moi les textes, puisque j'ai toujours la même monnaie que vous, montrez-moi les textes. Suspension de séance, affolement des bureaucrates, et là, réponse, monsieur le ministre, l'Eurogroupe n'a pas d'existence légale, dans la mesure où il ne relève d'aucun des traités de l'Union. C'est un groupe informel. Ce groupe informel prend toutes les décisions qui nous concernent, réunissant les ministres des Finances des États membres de la zone euro. Il n'existe donc pas de règles écrites sur ces procédures que son président serait tenu de respecter. Je ne sais pas comment ce sera dans le film. Et du coup, on dévoile l'action. Mais vous voyez bien que là, bon sang, mais c'est bien sûr. Non, bon, enfin, c'est difficile quand même de parler d'un film avant qu'un film n'existe, n'est-ce pas? Non, mais une vieille loi. Je vous pousse à... Non, bon, alors, voilà. Alors, qui est vraiment ce monsieur Varoufakis? Eh bien, je vous propose de, par exemple, lire cet article qui est sorti sur le blog de Mediapart. À l'intention des irréductibles groupies de l'ex-comédien des finances grecques. Sur le site du CADTM, mon camarade et ami Éric Toussaint s'est lancé dans une éclairante analyse critique du nouveau livre égotique du chevalier blanc Varoufakis, 550 pages de moi-jeu, et démontre encore toute l'imposture du personnage. Éric vient notamment de nous dénicher la preuve formelle que Tsipras, Varoufakis et Dragazakis s'étaient bien mis d'accord en secret dès novembre 2014. C'est-à-dire 2 mois avant l'élection de Tsipras, pour ne jamais appliquer le programme de Thessalonique. Ce programme, largement adopté lors du congrès de Syriza en septembre, avait été présenté durant la campagne de janvier 2015 comme la pierre angulaire et le cap incontournable de Tsipras et Varoufakis en cas de victoire le 25 janvier. Parmi les premiers à dénoncer cette trahison, Stathis Kouvelakis m'avait également parlé d'arrangements probables fin de novembre 2014, mais n'en avait pas encore la preuve. À l'époque, le mouvement social recommençait à descendre dans la rue, avant que les émeutes et occupations ne se multiplient début décembre, à l'initiative des anarchistes, en solidarité avec leurs camarades emprisonnés en grève de la faim, en particulier Nikos Romanos. Craignant une insurrection sociale similaire ou plus intense encore qu'en décembre 2008, le gouvernement de droite du Premier ministre Samaras avait alors essayé de calmer le jeu en annonçant des élections anticipées selon la stratégie gaullienne de juin 1968. La preuve de la préméditation, la voici enfin 3 ans plus tard, de l'aveu même de Varoufakis, emporté par sa vanité qui lui fait dire jusqu'à l'inavouable. Le Tartuffe de la gauche européiste dévoile le poteau rose dans une page de son livre. J'étais à Austin
quand j'ai entendu aux informations qu'Alexis avait présenté les grandes lignes de la politique économique de Syriza dans un discours à Thessalonique. Surpris, je me suis procuré les textes et je l'ai lu. Une vague de nausée et d'indignation m'a submergé. Je me suis tout de suite mis au boulot. Le programme de Thessalonique promettait des augmentations de salaire, des subventions, des bénéfices et des investissements qui seraient financés par des mannes imaginaires ou illégales. Il comprenait également des engagements que nous ne devrions même pas avoir à tenir. Enfin, il allait à l'encontre de toute stratégie de négociation raisonnable pour maintenir la Grèce dans la zone euro, tout en affirmant qu'elle devait y rester. Le programme était tellement bancal que je n'ai même pas pris la peine de le critiquer point par point. J'aurais tellement aimé lire un autre discours de la part d'Alexis Tsipras. Vous imaginez un discours qui commencerait par « Pourquoi voter pour nous ?» et répondrait « Parce que nous vous proposons 3 choses, du sang, de la sueur et des larmes. » À la lecture de ces lignes, Eric commente fort justement. Prendre comme référence positive Winston Churchill dans une critique publique adressée au programme de Thessalonique, c'est toute une affaire. Churchill a organisé la répression sanglante des manifestations et des grèves qui ont secoué la Grèce à la fin de l'année 1944, lorsque dans le cadre des accords de Yalta, la Grande-Bretagne a pris le contrôle du pays en réprimant les principales forces qui avaient libéré le pays de l'occupation nazie. Une fois de plus, depuis son départ au soir de la victoire du le 5 juillet 2015, Varoufakis sombre dans le ridicule de sa mise en scène. Mais ce qui est nouveau, c'est que le pseudo-héros des réunions de l'Eurogroupe vient de dévoiler une fois pour toutes ce qu'il est. Un traître et un imposteur. Alors justement, c'est là, je crois que vous différez principalement sur le capitalisme, qui vous paraît pas, Yanis Varoufakis, fondamentalement mauvais. Et surtout, j'ai l'impression que la période dont nous parlions tout à l'heure, cette période où il était plus vertueux, Alain Badiou pense que c'est parce que simplement, à ce moment-là, il y avait la peur du communisme qui était là et qui faisait que les Américains recyclaient leurs excédents chez les pays pauvres, semblaient moins égoïstes qu'aujourd'hui les puissances. La stratégie américaine, et d'ailleurs, je crois que l'analyse en fait Varoufakis est très, très fine, très documentée, très incontestable. C'était quand même fondamentalement une logique de guerre froide. L'Europe, c'était d'abord et avant tout le front continental face à ce qui était le rival fondamental, qui était quand même l'État soviétique. À la fin de la guerre, c'était comme ça. Et un des points, mais je ne veux pas insister là-dessus pour le moment, mais un des points qui me paraît faible dans l'idée de recycler démocratiquement cette Europe, c'est que cette Europe est en réalité l'Europe de la guerre froide. Et c'est une Europe fallacieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui ne contient pas la Russie, qui est même anti-russe par nature, et qui par ailleurs incorpore des régimes fascisants comme le régime polonais actuel ou le régime hongrois? C'est une Europe qui, historiquement même, n'est pas véritablement défendable parce que son époque est passée. Son époque, c'est d'avoir été abondamment constituée par les États-Unis comme un premier rempart à l'expansion du communisme. Voilà. Enfin, alors donc là, sauver le capitalisme et sauver l'Europe, vous n'avez pas l'air d'accord. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce que j'ai entendu. Peut-être nous sommes en désaccord sur la transition qui mènera vers un monde meilleur. Ma grande crainte, d'abord je dois vous remercier de m'avoir mis sur le même plateau que M. Badiou, qui est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspire depuis des décennies, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, je ne serai jamais en désaccord avec lui, jamais. Bon, cela dit, regardez, mon inquiétude en tant qu'économiste, c'est que nous tendons à oublier l'exceptionnalisme européen. L'Europe, c'est une forme de capitalisme très spéciale, très problématique, beaucoup plus que le capitalisme américain, le capitalisme chinois ou indien. Réfléchissez-y. Nous avons créé 2 guerres mondiales en raison de crise du capitalisme dans ce continent. Et donc, lorsque le capitalisme mondial vit un spasme, eh bien, en Europe, nous avons une crise. Et je vois des signes de quelque chose de semblable qui va se produire maintenant. Regardez la façon dont se désintègre l'Union européenne. À mesure regardez, quand la crise a commencé à Wall Street, les États-Unis ne sont pas désintégrés. Ils ont eu des difficultés, d'accord, mais ils ne sont pas sortis hors de contrôle. L'Europe est incontrôlable maintenant. Nous avons une crise européenne qui s'approfondit avec de nouvelles frontières
frontière qui s'installe entre l'Autriche et l'Allemagne. C'est incroyable. Nous avons des barrières électrifiées en Grèce. Les nations se retournent les unes contre les autres. Les nations se retournent sur elles-mêmes, exactement comme dans les années 30. Et donc, ma grande inquiétude, c'est la suivante. D'abord, d'accord. On est d'accord pour dire que le capitalisme est un processus qui génère de la contradiction toxique, qui générait d'énormes profits, d'énormes fortunes et d'immenses pauvretés en même temps, simultanément. Et donc, l'analyse de M. Badiou est absolument correcte. Mais ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On se réveille le matin, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas pouvoir remplacer le capitalisme demain. La gauche a échoué dans sa tentative de créer une organisation sociale, une production alternative. Mais ce que nous pouvons faire, c'est empêcher la désintégration particulière de l'Europe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Eh bien, imaginez que l'Europe s'effondre, que l'euro s'effondre demain. Tout le monde, personne n'est aussi critique que moi de l'euro. Je ne suis pas un grand supporter de l'eurozone. Alors si nous devions nous effondrer, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le long du Rhin, il y aurait une grande ligne de fracture. La France et l'Allemagne se sépareraient. Peut-être qu'on aurait une union latine, avec le franc français encore, peut-être, partagé par l'Italie, l'Espagne, le Portugal, peut-être la Grèce, qui sait. Et puis une zone Deutschmark. Ils l'appelleront peut-être quelque chose d'autre, à l'est du Rhin et au nord des Alpes. Cette zone germanique, cette zone du Deutschmark, va passer par une période de déflation, des prix qui s'effondrent, qui fera augmenter le chômage. Mais financièrement, tout cela sera stable parce que cette zone recevra un flux de capitaux du reste du monde à mesure que le marque monte. La France, les pays latins, l'Union latine, de son côté, va être un cloaque d'inflation à mesure que sa monnaie se dévalue et à mesure que le chômage augmente. L'Europe va devenir un trou noir pour l'économie mondiale. Et qui va en tirer profit de tout cela? Ça ne va pas être ceux qui suivent, M. Badiou, ceux qui me suivent, ou les démocrates, ça va être mon ami Emmanuel. Ça ne va pas être Emmanuel Macron, pardon, ça ne va pas être Hollande, ça va être les forces politiques les plus brutales, les plus vulgaires qui sont déjà présentes en Pologne, l'Aube dorée, Le Pen, qui tirent déjà profit, comme on peut le voir, des débuts de la crise. C'est pour cela que nous devons stabiliser l'Europe, non pas parce que nous pouvons civiliser le capitalisme. Je ne pense pas qu'on puisse civiliser le capitalisme, je suis d'accord avec M. Badiou. Mais nous devons stabiliser tout cela. Et comment faire? Par exemple, comme vous l'avez si bien dit, pour créer un espace dans lequel nous pouvons mener des expériences, et pas l'expérience du fascisme, mais l'expérience de meilleures façons d'organiser la vie. Je vais vous donner un exemple très bref, si je peux me le permettre. Mario Draghi et sa Banque centrale européenne, eh bien, tous les mois, imprime 80 milliards d'euros. C'est pour ça que l'eurozone est encore en vie. C'est pour ça qu'on a toujours l'euro. Sinon, l'euro se serait évanoui. L'Espagne aurait quitté la zone euro, la France, l'Italie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces 80 milliards? La Banque centrale l'utilise pour faire l'acquisition de dette, d'une dette qui est privée et publique, une dette, la dette des banques. Les banques ramassent cet argent et l'espoir sera qu'ils en fassent des prêts d'investissement. Mais personne ne veut investir parce que personne ne s'attend à voir une demande en augmentation. Donc les entreprises, les corporations utilisent cet argent pour racheter leurs propres actions et non pas pour l'investir. C'est pour cela qu'on chute. Demain matin, imaginons quelque chose qu'on pourrait faire sans changer le capitalisme. La Banque d'investissement européenne faisant ce que Roosevelt a fait en 1933, en lançant un New Deal vert, un investissement considérable sur l'énergie verte, les start-up, les sociétés, les compagnies qui font de la recherche-développement et investissent dans de bonnes choses, soutenables, le développement soutenable, utilisant ces fonds pour le pomper dans ces sociétés. Et la Banque centrale européenne peut faire beaucoup de choses dans la matière. C'est quelque chose qui ressemblerait à ce qu'a fait Roosevelt en 1933. Cela stabiliserait les choses. Et la stabilisation en Europe, c'est le premier pas vers la démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer d'ajouter au sommet de l'Europe. Ça va être une démocratie structurelle. Ça nous donnera l'avenir, l'espoir d'un avenir meilleur. Alain Badiou, est-ce que cet espoir d'un avenir meilleur pouvait y souscrire? Mais
J'entends très bien ce qui se dit comme en réalité quelque chose qui travaille l'histoire des politiques dans nos pays depuis des décennies. En vérité, ce que Vlachis explique, c'est que la troisième hypothèse dont je parlais étant inactuelle et impraticable, il faut se tenir aux deux premières. Alors les deux premières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut façonner un capitalisme un peu plus présentable que celui auquel il s'est sauvagement confronté dans les négociations avec l'Europe. Donc, en définitive, ça veut dire la contradiction principale aujourd'hui est entre la possibilité d'un amendement du capitalisme, notamment en Europe, de façon réformiste à la Roosevelt, à la welfare state, ou sur le modèle de ce qui s'est passé dans l'immédiate après-guerre dans les pays européens, ou si nous n'avons pas ça, nous aurons une montée de catastrophes nationalistes et fascisantes. Autrement dit, la contradiction, une fois de plus, la contradiction matricielle du monde contemporain, qui est la question de savoir si le capitalisme hégémonique sera contredit ou non par un processus quelconque, est une fois de plus effacée au profit d'une contradiction qu'on connaît très bien, c'est la contradiction entre démocratie et réaction, ou démocratie et conservatisme, ou démocratie et tentation nationaliste et fascisante. Alors, je comprends très bien cette logique générale. Sa condition, c'est de retarder une fois de plus la reconstruction d'une hypothèse planétaire, véritablement, concernant la possibilité d'un autre monde que celui qui nous est donné, au profit d'un combat sans doute légitime, voire peut-être nécessaire, mais qui quand même maintient pour l'essentiel les choses dans le cadre étroit, au fond, de ce qu'on pourrait appeler la création d'un capitalisme à visage humain. Voilà. Et c'est ça. If I may. Bien sûr. Si je peux me permettre. This is not what I'm proposing. Ce n'est pas ce que je propose. Je suggère la chose suivante. Nous avons besoin d'une période de stabilisation pour rendre possible votre troisième alternative. Parce que la désintégration qui se produit maintenant nous mènera vers l'abîme, une version post-1930 qui ne permettra pas la survenue de la troisième voie que vous décrivez. Il est essentiel de comprendre que le processus a déjà commencé, si nous le permettrons. Si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, la Grèce aussi, éventuellement, au bout du compte, l'Allemagne, et nous aurons un développement de la stagflation dans le reste de l'Europe et de la déflation dans le Nord. Il n'y aura pas de troisième voie possible. Ce qui se passera, c'est que les pires instincts de l'humanité, comme dans les années 30, vont prendre le dessus. Le capitalisme, de toute façon, va se renverser lui-même. C'est pour cela que je me considère moi-même comme marxiste, parce que le capitalisme produit la technologie qui rend impossible le fait de se soutenir au capitalisme. Ce qui va se passer, c'est ça qui est important. Nous avons déjà des technologies qui ont déplacé tant de travail humain depuis les années récentes que le capitalisme ne peut pas soutenir ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette technologie? Est-ce qu'on allons l'installer dans un monde dans lequel les artefacts sont des machines qui deviendront en retour des serviteurs de l'humanité, ou est-ce qu'on va faire le contraire? Est-ce qu'on va arriver dans une situation où nous avons une prospérité partagée en résultat de la fortune que peuvent produire les machines, ou une augmentation des inégalités avec des gens qui ont tout et d'autres rien, en laissant derrière des barrières électrifiées qui rendront prisonnières des minorités terrifiées. Ça, ce sont les grandes questions. La question, donc, c'est comment parvenir sur le chemin, le bon chemin, en stabilisant ce que nous avons. Parce que si en France, on se retrouve avec ce qu'on a en Grèce aujourd'hui, et on en prend le chemin d'ailleurs, eh bien, rien de bien n'en sortira. Alain Badiou. Je pense que nous pouvons nous répartir les tâches. Enfin, parce que ce que vous proposez, au fond, c'est vous l'avez dit dès le début, c'est qu'il y a besoin d'une période de stabilisation. Et vous voulez œuvrer à cette période de stabilisation. Et vous pensez que la possibilité de la troisième voie, c'est-à-dire du conflit fondamental, a lui-même besoin de cette période de stabilisation et de reconfiguration, que sinon ça va se disloquer si vite et si mal qu'on aura le pire. Alors, entendu, construisez le champ de bataille pacifié et je m'occuperai de l'armée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je m'occuperai de l'armée? L'armée de ceux qui veulent abattre le système. Ça ne sert à rien d'avoir une période de stabilisation si de l'intérieur de cette période de stabilisation ne se construit pas une force réellement alternative du point de vue de
Alors, on a besoin de la stabilité parce que sinon, l'ennemi prendra un visage encore plus effrayant et encore plus terrible. Je veux bien admettre cette hypothèse. Mais si nous ne faisons rien pour nous préparer, c'est ce même ennemi qui va s'installer dans la stabilité que vous aurez préparée pour lui. Mais là où vous êtes différent également, Yanis Varoufakis vient de créer un mouvement politique. Vous, Alain Badiou, vous dites qu'il ne faut pas voter. Lui, je pense qu'il dit il faut voter, au contraire. Entre mouvement politique et vote, il y a quand même des nuances possibles. Hein. Il y a quand même eu dans l'histoire de nombreuses organisations politiques vigoureuses qui ne se sont pas ensablées dans l'électorat. On va lui poser la question, mais vous continuez de penser, comme dans votre livre, qu'il ne faut pas voter. Je considère qu'il ne faut pas voter. Et franchement, l'expérience grecque m'a particulièrement consolidé dans cette vision des choses. Hein. Parce qu'une déception de ce type, une capitulation de ce genre... Vous pensez au référendum qui a précédé la démission de Yanis? Ça peut suffire quand même, c'est une leçon historique d'une violence extraordinaire. Vous l'avez d'ailleurs parfaitement vécu vous-même comme cela. Syriza, c'était quand même la production aussi de mouvements de masse grecs extrêmement vigoureux, de mobilisation de la jeunesse. Ce n'était pas simplement une construction politique. On voit là que finalement elle bute sur l'obstacle. Et en réalité, le jour même où le peuple grec lui donne raison, vote pour cet espoir, etc., décide en réalité de capituler. C'est une leçon terrible. Hein, et je n'ai aucune confiance concernant les initiatives de ce genre aujourd'hui. En ce sens, je serais peut-être d'accord avec vous. Le terrain n'est pas favorable. Le terrain n'est pas favorable. Alors, travaillez le terrain, faites passer votre charrue, et puis on verra. Est-ce qu'il faut tout de même voter, Yanis Varoufakis? Évidemment, évidemment. Regardez, moi je soutiens Winston Churchill. La démocratie, c'est un système terrible, mais c'est la meilleure de toutes les alternatives possibles. Si je peux me permettre de dire la chose suivante, si je peux permettre une alliance entre nous, eh bien, je dirais que notre mouvement veut faire partie de cette démocratisation, de cette stabilisation de l'Europe. Eh bien, nous ferons ça. D'accord. Monsieur Badou, j'aimerais qu'il fasse la chose suivante. C'est de s'adresser aux 17 ans, aux gens qui ont 17 ans, qui se moquent de Marx, qui se moquent de nous, qui se moquent de ce programme. Et la seule chose qui les préoccupe, c'est comment aller à la Silicon Valley et à Bombay, par exemple, s'ils sont en Inde, pour créer la prochaine application pour les smartphones et faire gagner des millions. Comment pouvons-nous persuader ces gens à Mumbai que nous avons les moyens d'organiser le travail pour que ceux qui organisent la production, ceux qui font la production en tirent profit et s'écartent de la relation capitaliste. Ceux qui possèdent ne travaillent pas et ceux qui travaillent ne possèdent pas. Si on ne peut pas s'adresser aux gens de 17 ans à Bombay, par exemple, une fois on l'a fait par le passé. Gandhi, par exemple, a été influencé par les Lumières françaises, par Marx, etc. Maintenant, nous avons perdu contact avec ces jeunes de 17-18 ans. Votre travail en tant que leader intellectuel, c'est de reconnecter notre pensée et la leur. Alain Badiou ? Oui, je pense que c'est une nécessité, mais je pense que la nécessité la plus fondamentale, la plus importante aujourd'hui, ce serait quand même de se soucier un tout petit peu au-delà de l'espace clos de l'Europe et au-delà de la technologie américaine, de se soucier quand même, et avant tout, de ce dont Marx aurait dit qu'il fallait se soucier, à savoir ceux qui n'ont rien, définition du prolétariat, et qui sont aujourd'hui probablement entre 5, 6, 7 milliards dans la population mondiale, qui sont des gens qui n'ont rien, qui sont absolument extérieurs à tous ces problèmes de stabilisation européenne, sauf sous la forme du désir d'Occident dont j'ai déjà parlé. Il y a virtuellement dans le monde d'aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un gigantesque prolétariat nomade, dont le phénomène des réfugiés n'est d'ailleurs qu'une des figures. Et tant qu'il n'y aura pas une alliance entre des intellectuels convaincus et capables de présenter une alternative à la situation mondiale que nous connaissons, à ces gens-là, et à essayer d'en faire la force de transformation planétaire dont nous avons besoin, on sera encore loin du compte. Voilà. Mais je peux m'occuper pour ce que je peux en faire, hein, de cet aspect des choses, et vous vous occupez de la stabilisation provisoire qui nous donnera un répit. Est-ce que, justement, quel est votre... par rapport à l'Europe, mais surtout à Bruxelles, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Bruxelles, d'après vous, Yanis Varoufakis?
Première étape, la transparence. Vous savez, lorsque j'étais dans l'Eurogroupe, la salle était pleine de caméras, de micros, d'écrans. Et je me disais, en écoutant mes collègues discuter, si seulement ces gens-là étaient connectés à Internet, à la télévision, au smartphone, si seulement les gens pouvaient voir et entendre tout ça. Si nous pouvions les regarder pendant qu'ils discutent. C'est ça que vous souhaitez. Quelle horreur, quelle horreur. Ça aurait été tellement mieux. La qualité des discussions se serait améliorée exponentiellement, le résultat se serait amélioré. Et même si ce n'était pas le cas, vous auriez le droit et l'information sur laquelle vous pourrez baser votre colère envers vos représentants. Et donc la transparence, première chose. C'est pour cela que Diem mène une campagne de transparence pour faire passer en direct toutes ces réunions. Première chose, donc, le mouvement démocratie en Europe, comme dans Carpe Diem. Ce qui vous intéresse, pas d'accord. Deuxième chose à faire, pour stabiliser les choses, nous devons reconfigurer les institutions existantes que nous avons de façon à ce que on ne résolve pas les problèmes du capitalisme, certes, mais de façon à résoudre l'idiotie particulière du capitalisme européen, parce que le premier acte de solidarité envers le prolétariat asiatique, africain, de l'Amérique du Sud, aux États-Unis, partout, c'est de stabiliser l'Europe. L'Europe exporte la crise vers le reste du monde à mesure que nous parlons ici, ce qui rend la vie des prolétaires beaucoup plus difficile en Malaisie, aux Philippines, partout ailleurs. Donc nous devons utiliser le mécanisme de stabilité européen, et c'est techniquement très simple, évidemment. Rien n'arrivera s'il n'y a pas une montée de la voix des citoyens qui exigeront que cela se produise. Une fois qu'on a stabilisé les choses, à ce moment-là, nous devons faire un certain nombre de choses. Au niveau local, au niveau micro, nous devons expérimenter des façons alternatives d'organiser des sociétés, des compagnies. Des coopératives vont s'ouvrir, utilisant la technologie dont nous disposons maintenant pour avoir un degré certain de travail collaboratif qui n'était impossible d'avoir avant, au niveau de l'Europe. Alors, qu'est-ce que vous penseriez si on avait une assemblée constitutionnelle pour discuter de la Constitution européenne qui remplacerait tous ces traités idiots que nous avons pour l'instant? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je n'y crois réellement pas du tout. Ça, la grande Assemblée constitutionnelle européenne revotant une constitution à cette échelle-là, ça, c'est pousser alors le fétichisme du vote très loin, parce que quelles seront les méthodes, les appareils politiques, les forces politiques qui vont constituer cette assemblée merveilleuse, n'est-ce pas? Même ici, c'est curieux, l'idée d'une nouvelle constitution est une idée qu'on trouve chez vous au niveau européen et qu'on trouve chez Frédéric Lordon au niveau français. D'ailleurs, la logique de l'Europe et la logique de la restriction nationale semblent conduire à la même mythologie, qui est la reconstruction par des processus absolument indescriptibles du vote de protocoles constitutionnels, sans qu'on explique ni ce que devient pendant ce temps les États en place, ni ce que deviennent les partis en place, ni ce que deviennent les forces existantes, ni quelle sera la vie sur tout cela d'adversaires féroces et résolus auxquels pourtant vous vous êtes frottés plus que personne. Il y a quand même quelque chose là qui est comme une vision idyllique de l'histoire de l'Europe, qui ne tire pas quand même les leçons de la férocité des affrontements qui se préparent et qui ont eu déjà lieu pour que finalement soit maintenu quoi? Soit maintenu le fait que l'Europe n'est jamais, en fin de compte, qu'une sorte de courroie de transmission du système planétaire, des échanges et d'une aristocratie capitaliste extraordinairement concentrée, dont le processus de concentration se poursuit. Alors vous voulez l'aménager, vous voulez faire un jardin fermé de cette zone européenne dans la sauvagerie générale, mais vous n'y arriverez pas. Et en plus, je vous poserai une question tout à fait particulière. Pourquoi cette Europe devrait-elle exclure la Russie? La Russie, grande puissance européenne. L'Europe ne devrait exclure personne. Moi, j'aimerais y voir la Turquie, personnellement. Je suis internationaliste, voyez-vous. Mais on commence chez soi. Et pour moi, le chez soi, c'est l'Europe. N'est pas la Grèce, n'est pas les Balkans. La maison, c'est l'Europe. Parce que nous avons une histoire commune entre nous. Nous avons créé une zone sans frontières qui est maintenant en cours de destruction, évidemment. Je pense que vous sous-estimez le fait
et la puissance du processus constituant. Et c'est exactement le contraire de ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui. À huis clos, à Bruxelles, on concocte des règles qui n'ont habituellement aucun sens, et puis ensuite, en fonction de ces règles, de ces lois, on exclut la participation de tous les Européens pour participer à des discussions sur ce qui gouverne leur vie. Le processus constituant serait exactement l'inverse, que ces gens s'asseyent pour savoir la façon dont on veut organiser l'Europe. Où voulons-nous que les frontières soient? Comment traiter la question des réfugiés? Oui, les gens me disent, bon, on ne peut pas faire ce qu'ont fait les Américains parce que les Américains ont la même langue. C'est pas vrai. Aux États-Unis, lorsqu'on a créé la Constitution américaine, 60% des gens ne parlaient pas anglais. Et donc l'idée qu'on puisse se rassembler, c'est évidemment une idée très rousseauiste. Je ne suis pas un grand supporter de Rousseau. Je critique énormément Rousseau comme vous le faites. Mais l'idée, le processus dialectique de rassembler des gens pour discuter de la façon dont nous voulons gouverner notre continent, notre monde, eh bien, cela fait partie d'un potentiel révolutionnaire. Et c'est également exactement ce que n'aime pas Bruxelles. Et donc, si nous voulons vraiment stabiliser les choses, si nous voulons créer la possibilité d'un rêve commun pour un monde meilleur, eh bien, nous devons nous assembler, nous mettre ensemble. Si je devais être en accord avec vous, pour faire disparaître l'Union européenne, eh bien, immédiatement, nous créons un état d'esprit dans la majorité des Français, des Grecs, des Allemands, un état d'esprit que maintenant, c'est chacun pour soi. Les Allemands doivent s'occuper d'eux-mêmes, les Grecs, les Français exactement, et c'est exactement l'inverse de l'internationalisme que vous prônez. Au fond, vous êtes plus pessimiste que Yanis Varoufakis. Il semble très optimiste quand on l'écoute là. Il y croit. C'est-à-dire que si on restreint l'échelle des problèmes, il est plus facile d'être optimiste. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que finalement, dans une vision qui consiste simplement à chercher à adoucir, à humaniser, à rendre plus démocratiques les procédures de l'Europe actuelle, c'est un projet qui en tout cas, peut définir ces étapes de façon immédiate. Moi, je suis optimiste dans la conviction absolue qu'il dépend de nous de décider de l'existence et de la possibilité pratique d'une vision du monde entièrement hétérogène à celle qui domine. Sur ce point, je suis optimiste. Les choses commencent toujours très loin, naturellement. En fait, qui se ressemblent s'assemblent, on dit en français. Eh bien, figurez-vous que ces jours-ci, on a vu arriver un revenant, un grec, qui s'appelle M. Varoufakis. Vous savez, M. Varoufakis, c'était ce ministre des Finances Syriza qui avait passé un grand nombre d'années d'ailleurs à l'université d'Austin dans le Texas, qui était donc proche des autorités texanes. Paraît-il que c'était un type de la gauche radicale. Vous vous rappelez comment on avait expliqué au peuple d'Europe qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Syriza, les gens faisaient semblant d'être transis de peur. Syriza avait été ultra promu dans tous les grands médias. Il y a quelque chose qui est très simple, hein, je l'ai déjà dit 50 fois. Toute personnalité, tout mouvement politique, tout mouvement de foule qui est constamment promu dans les grands médias, à notre époque, on peut être sûr que c'est quelque chose qui sert le système, même si les grands médias disent on a très peur de lui. Voilà. Donc M. Varoufakis avait été ministre des Finances du gouvernement Syriza avec M. Tsipras, rappelez-vous. Bon. Et puis nous l'avions annoncé dès le mois de janvier 2015. Je m'étais fait insulter par un certain nombre de personnes quand j'avais dit que Syriza était un leurre. Syriza était bien un leurre. On a vu ça au mois de juin 2015. Alors Varoufakis, entre-temps, avait pris un petit peu la poudre d'escampette. Il doit donner quelques cours par-ci, par-là. Et puis, on l'a revu arriver à l'automne en disant qu'il était pour un plan B. Alors un plan B, d'ailleurs, où il avait été reçu en France par Mélenchon. Dimanche matin. I come to see you at 40, okay? Okay. Good morning. Good morning. Hey, Yanis. Good to meet you. How are you? Nice to meet you. Very good. Vas-y, t'es prête? À cheval. Bon, attends, parce qu'il faut... Ça y est, vous avez fait vos images? L'idée, c'est de faire une conférence européenne du plan B. Hein,
Et M. Mélenchon et M. Varoufakis, ils étaient là, ils se tenaient pas bras dessus, bras dessous. C'était regardé à l'automne 2015. Regardez par exemple ce qu'en disait le journal L'Humanité à la fin de l'année dernière. Bref, Mélenchon, Varoufakis filent le grand amour pour le plan B, une Europe, enfin cette fameuse autre Europe, vous savez, comme l'Arlésienne européenne, l'autre Europe qui on allait voir ce que l'on allait voir. Eh bien voilà que M. Varoufakis revient cette fois-ci au mois d'avril à Paris, fait un petit tour place de la République pour dire coucou c'est moi à Nuit debout, où il est d'ailleurs très bien accueilli, beaucoup mieux accueilli d'ailleurs que toute personne qui commence à critiquer l'Europe ou l'OTAN qui se fait chasser à coups de latte par les prétendus antifa. Et puis donc Monsieur Varoufakis ensuite est allé direct à Bercy, où il a été reçu par M. Macron et où il a dit finalement que Macron était un type formidable, qu'il était d'accord avec lui à 80, je sais plus combien, 90% de la situation. Donc, j'apprécie beaucoup Macron et dans mes discussions avec lui, je peux vous dire qu'on est d'accord sur 80% des choses dont on parle. Le problème, c'est qu'il soit totalement dans le vrai, surtout moi, c'est pas le problème. Donc, bref, c'est une tragédie racinienne. Mélenchon aime Varoufakis, Varoufakis aime Mélenchon, mais Varoufakis aime aussi Macron. Alors est-ce que Mélenchon va aimer Macron, mais Mélenchon n'aime pas Macron? Mais Macron est de gauche et libéral, et Mélenchon est de gauche et anti-libéral, mais tout ce petit monde se retrouve autour de Varoufakis. Bon, tout ça, c'est de la plaisanterie. Il y a un point commun à Mélenchon, à Varoufakis et à Macron, c'est qu'avec eux, il n'est jamais question ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN. Non, il va falloir parler, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on fait en cas de plan B. Hein, tout le monde est d'accord pour dire on n'est pas d'accord avec la politique des Allemands que suit le gouvernement Hollande, mais après, comment on s'y prend, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent il y en a marre, on envoie tout balader, et puis d'autres qui disent non, il faut encore discuter, il faut faire d'autres propositions. Let's go. So where's my wife? I don't know. Allez, ciao, ciao. Bonne journée. Ciao Yanis. L'esclave moderne n'est plus enchaîné par les pieds mais par une propagande qui veut formater ses pensées créant des besoins qui nous poussent vers la mort sans jamais que l'on se demande à qui profite cet élan. Consommer pour alimenter circuit, c'est de cette manière qu'ils veulent que l'on considère nos vies, mélangeant les idées, les concepts, les images afin de nous réduire à l'état le plus sauvage. Quand le mensonge maintes fois répété devient la vérité, le message n'est plus clair et nos esprits embrouillés ne comprennent plus pourquoi, ne comprennent plus pour qui ils se laissent aller au jeu de toutes les ignominies. Les studios d'Hollywood, les plateaux du JT, les couloirs d'Élysée, les bureaux des banquiers sont des lieux où se cachent tous ces traîtres enragés. Je récolte les fruits de nos actes manqués. Je suis l'esclave